Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne YouTube académique Canal BIA pour une nouvelle émission consacrée aujourd'hui à l'étude de la mécanique du vol. Plus particulièrement, nous allons étudier le vol stabilisé dans le cas d'un avion motorisé et les trois phases de vol que sont le palier, la montée et la descente. Très bonne émission à tous. Dans cette émission, on s'intéresse au vol stabilisé. En physique, stabilisé veut dire vitesse constante. C'est le cas du vol que vous avez sous les yeux. En effet, l'anémomètre situé en haut à gauche vous indique que l'aiguille ne bouge pas. Cela signifie que l'avion vole à vitesse constante. Nous allons étudier trois phases de vol particulières pour lesquelles la trajectoire est une ligne droite. En physique, on appelle trajectoire l'ensemble des positions occupées par le mobile en déplacement au cours du temps. Tout d'abord, le vol en ligne droite en palier. Dans ce cas, la trajectoire est une ligne droite horizontale et la pente est nulle, la pente étant l'angle entre l'horizontale et la trajectoire. Dans le cas du vol en palier, l'assiette est égale à l'incidence. Alors, que voit le pilote lors d'un vol en ligne droite en palier au niveau de ses instruments de pilotage? Tout d'abord, regardons le compas. Il est situé en haut, juste au-dessus de l'altimètre. Vous voyez ici que le cap est constant, à peu près 130 degrés, ce qui indique bien une ligne droite. Au niveau de l'altimètre, nous voyons que celui-ci indique 1500 pieds QNH. Nous reviendrons sur le calage dans une émission ultérieure, ce qui veut dire que l'on vole à altitude constante. Le vario, l'instrument juste en dessous de l'altimètre, indique un vario nul. On n'est donc ni en montée ni en descente. Et enfin, l'anémomètre en haut à gauche qui indique une vitesse de l'aéronef par rapport à l'air de l'ordre de 110 nœuds. Et cette vitesse semble bien constante au cours de cette phase de vol. La deuxième phase de vol étudiée est la ligne droite en montée stabilisée. Cette fois-ci, la pente est positive. On a toujours la relation assiette égale pente plus incidence. Alors, nous sommes ici dans une phase de vol en ligne droite en montée stabilisée. Donc la modification de la pente a été obtenue par une variation de l'assiette, ce que l'on peut voir ici sur l'horizon artificiel. Le cap est constant, ce qui témoigne de la ligne droite. L'altitude augmente et le vario est positif, ce qui témoigne à nouveau que nous sommes dans une phase de vol en montée. La troisième phase de vol concerne la descente en ligne droite stabilisée. Dans ce cas, la pente est négative. Vous remarquez qu'on a toujours la relation assiette égale pente plus incidence qui est vraie au niveau algébrique. Voici ce que voit le pilote lors d'une phase de vol en ligne droite en descente à vitesse constante. Donc le cap est constant puisque nous sommes en ligne droite. L'altimètre indique une altitude qui diminue. Le vario est négatif, ce qui indique bien que nous sommes en descente. L'assiette est à piquer et la vitesse est constante ici aux alentours de 70 nœuds. Après avoir caractérisé ces trois phases particulières en vol stabilisé, on va maintenant appliquer les lois de la mécanique de Newton pour interpréter ces différents mouvements. Je vous propose de suivre la démarche du physicien pour interpréter ces mouvements à l'aide du modèle des forces. Alors, la démarche est la suivante. On choisit un objet d'étude. Ici, c'est l'avion à hélice. Dans une deuxième étape, il faut recenser toutes les actions mécaniques qui s'exercent sur l'avion. Alors, par quoi sont exercées ces actions mécaniques? Quand on considère l'avion à hélice, on regarde ce qui est autour de l'avion. Ce qui touche l'avion, c'est l'air. Donc l'air va être en interaction avec l'avion à hélice, ce qui explique la double flèche sur le petit schéma de gauche. D'autre part, la Terre agit à distance sur l'avion à hélice, ce qui explique la double flèche à gauche, Terre
à fion hélice sur le petit dessin. En effet, tous les objets à la surface de la Terre sont attirés par la Terre. Alors, on va modéliser l'action mécanique exercée par la Terre sur l'avion par une force qu'on appelle le poids ou force de pesanteur. On va maintenant modéliser la deuxième action mécanique exercée par l'air sur l'avion à hélice. Elle intervient à deux niveaux. L'air agit au niveau des ailes et là, on va modéliser cette action par la résultante aérodynamique qu'on pourra décomposer en deux forces, la portance et la traînée. La deuxième action de l'air au niveau de l'avion à hélice se situe au niveau du moteur. Cette action va être modélisée par une force de traction. Ensuite, nous représenterons toutes ces forces, c'est-à-dire leurs quatre caractéristiques, point d'application, direction, sens et valeur sur l'avion en fonction des informations connues. Avant de représenter les forces appliquées sur l'avion, j'ai résumé dans ce tableau les caractéristiques associées aux quatre forces. Alors, concernant le poids, P, point d'application, c'est le centre de gravité. La direction est toujours verticale, son sens vers le bas ou vers le centre de la Terre. La portance RZ, point d'application, le centre de poussée. La direction, elle est toujours perpendiculaire à la trajectoire ou au vent relatif, le sens vers le haut et vers l'arrière. La traînée RX, point d'application, le centre de poussée. La direction, toujours parallèle à la trajectoire ou au vent relatif et le sens en sens inverse du mouvement. La traction T, point d'application, le centre de gravité. La direction parallèle à la trajectoire et le sens dans le sens du mouvement. On va considérer quelques hypothèses simplificatrices pour l'étude mécanique de ces mouvements. On considère que le centre de poussée noté CP est confondu avec le centre de gravité G. On considère que toutes les forces sont appliquées au centre de gravité situé sur l'axe longitudinal de l'avion. Et on considérera que le poids qui est toujours vertical est considéré comme constant car la consommation de carburant n'est pas prise en compte. Pour représenter ces forces, il nous manque encore une information. C'est l'intensité relative à chacune des forces, c'est-à-dire la longueur de chaque segment fléchi. Mais on connaît le type de mouvement que l'on veut interpréter, c'est le vol stabilisé à vitesse constante. Donc il nous faut un lien, il nous faut trouver une relation entre l'intensité des forces et le type de mouvement que l'on veut représenter. La réponse à cette question nous est donnée par le principe d'inertie, une des lois de la mécanique de Newton. Que dit le principe d'inertie? Si un objet est soumis à des forces qui se compensent, alors il est soit au repos, soit en déplacement rectiligne à vitesse constante. Dans cette émission, on étudie le vol en ligne droite. On parle de mouvement rectiligne. Dit stabilisé. On parle de mouvement à vitesse constante. Et on dit que l'avion est animé d'un mouvement rectiligne uniforme. On parle aussi de MRU. Connaissant le type de mouvement étudié, le MRU, on veut en déduire une information pour représenter l'intensité des forces appliquées à l'avion. C'est donc la réciproque du principe d'inertie que l'on va exploiter. On sait que l'objet est animé d'un mouvement rectiligne uniforme, alors il est soumis à des forces qui se compensent. Pour représenter les forces appliquées à l'avion, il faut choisir un repère. Deux éléments sont nécessaires pour choisir ce repère, une origine et deux axes. Ici, l'origine du repère sera le centre de gravité de l'avion et les deux axes seront liés à la trajectoire de l'avion. On appelle axe de propulsion l'axe qui est confondu avec la trajectoire de l'avion et on appelle axe de sustentation l'axe qui est perpendiculaire à la trajectoire de l'avion. Il en sera toujours ainsi, quelle que soit la pente de l'avion.
Si la pente est positive, vous notez que l'axe de sustentation est toujours perpendiculaire à la trajectoire. De même, si la pente est négative, l'axe de sustentation reste perpendiculaire à la trajectoire. On a maintenant précisé le repère d'étude lié à l'avion et on peut expliciter l'application de la réciproque du principe d'inertie. Quand le vol est en ligne droite stabilisée, les forces doivent se compenser. Eh bien, les forces ou leurs projections devront se compenser sur l'axe de propulsion et sur l'axe de sustentation. Pour terminer, je voudrais attirer votre attention sur le fait que cette représentation des forces en vol stabilisé peut surprendre certains élèves. En effet, les forces se compensent et pourtant l'objet n'est pas au repos. La physique nous dit que lorsque les forces se compensent, soit l'objet est au repos, soit il se déplace à vitesse constante, ce qui peut être un petit peu contre-intuitif. Bien, merci Dominique pour ces quelques outils de la physique que nous allons exploiter maintenant dans l'étude mécanique des différentes phases de vol. Et tout d'abord, nous allons étudier en détail le vol stabilisé en ligne droite en palier. Pour cela, j'utilise le logiciel GeoGebra et la capsule sera téléchargeable sur notre chaîne YouTube, ce qui vous permettra de vous entraîner chez vous à votre rythme. N'hésitez pas non plus à refaire les schémas en même temps que moi chez vous en utilisant une feuille et un crayon. Je commence par représenter un avion et son centre de gravité G. Dans cette étude, la trajectoire est une ligne droite horizontale représentée ici par l'axe V'V. Je positionne le vent relatif qui s'oppose au déplacement de l'avion comme ceci. Je vous rappelle que nous avons défini précédemment un repère dont l'un des axes était l'axe de propulsion qui est confondu avec la trajectoire et l'axe de sustentation qui est perpendiculaire à cet axe de propulsion. Le voici représenté Z'. Je peux maintenant représenter les 4 forces qui s'appliquent au centre de gravité de l'avion. Tout d'abord le poids P, vertical et dirigé vers le bas, puis la portance perpendiculaire à la direction de la trajectoire, comme ceci, Fz, puis la traînée sur la trajectoire en sens inverse du déplacement de l'avion, et enfin la traction sur la trajectoire et dans le même sens que le sens de déplacement de l'avion. Voilà donc les 4 forces représentées. Il me reste à m'assurer que je réponds bien à la réciproque du principe d'inertie puisque j'étudie une phase de vol dite stabilisée, à vitesse constante. Ça veut donc dire que les forces se compensent. Autrement dit, ça veut dire que les forces doivent se compenser sur chacun des axes que je viens de définir, l'axe de sustentation et l'axe de propulsion. Vérifions-le. Tout simplement ici, si je trace un cercle dont le centre est le centre de gravité et le rayon correspond à la valeur du poids P, eh bien je m'aperçois ici que la longueur du segment fléché P est égale à la longueur du segment fléché Fz. Donc quand j'ai fait le dessin, je me suis arrangé pour que ces deux segments fléchés aient la même longueur. Donc les forces se compensent bien sur l'axe de sustentation. Vérifions de même au niveau de l'axe de propulsion. Vous remarquez ce coup-ci que la longueur du segment fléché Fx est bien égale à la longueur du segment fléché T. En conséquence, sur l'axe de propulsion, les flèches ont même longueur, donc les forces se compensent également. Voilà donc la représentation des forces appliquées sur un avion qui a un mouvement rectiligne uniforme en palier. Ce que vous devez être capable de faire maintenant, c'est d'écrire l'égalité entre les différentes forces sur chacun des axes, l'axe de sustentation et l'axe de propulsion. Pour ça, il faut s'appuyer sur le dessin des forces appliquées à l'avion. Comme vous pouvez le constater, sur l'axe de sustentation, Rz égale P. C'est l'équation de sustentation. Sur l'axe de propulsion, on a T égale Rx, c'est l'équation de propulsion. Que se passe-t-il si l'une de ces deux relations n'est pas satisfaite? Cela signifie que les forces ne se compensent plus. Deux cas possibles. Supposons que la traction soit supérieure à la traînée.
Dans ce cas, le vol ne se fait plus à vitesse constante, il y a une variation de vitesse, donc une accélération. Supposons que la portance soit supérieure au poids. Dans ce cas, l'avion ne vole plus en palier, il monte. Il reste une autre grandeur, le facteur de charge à définir pour caractériser les différents types de mouvements. On appelle facteur de charge noté N le rapport entre la portance en évolution Rz ou Fz et le poids P. N égale Rz divisé par P. Le nombre N n'a pas d'unité, il peut être soit égal, inférieur ou supérieur à 1. Dans le cas du vol en palier rectiligne stabilisé, la portance est égale au poids et donc le facteur de charge N égale Rz divisé par P égale 1. Alors Dominique, je te propose pour terminer cette partie sur l'étude du vol en ligne droite en palier stabilisé, d'aborder la notion de décrochage ou de revenir sur cette notion de décrochage que l'on a vue déjà dans d'autres émissions. Il s'agit aujourd'hui de se poser la question si on est capable de donner une expression mathématique de la vitesse de décrochage d'un avion lorsqu'il vole en palier à l'incidence limite correspondant à l'incidence du début de décrochage. Sur cette vidéo, on vous propose de visualiser un exercice de décrochage. Le pilote va réduire les gaz et va essayer de maintenir le vol en palier. Pour cela, il va être obligé de tirer sur le manche et donc d'augmenter l'incidence. Au-delà d'une incidence limite, vous allez voir l'avion s'enfoncer et le nez se met à piquer. Ça veut dire que la portance diminue fortement. Cherchons l'expression mathématique de cette vitesse de décrochage. Pour cela, considérons un vol en palier stabilisé avec une configuration lisse, c'est-à-dire que les volets sont rentrés, mais l'avion va voler très cabré à la limite de l'incidence de décrochage. Pour trouver l'expression de la vitesse de décrochage, qu'on note VS pour Velocity Stall en anglais, on modélise cette situation par l'étude mécanique du vol en palier stabilisé, donc à vitesse constante. Dans ces conditions, on a vu que la portance était égale au poids, et en remplaçant les expressions de la portance et du poids, on obtient la relation 1/2 de ρ SV carré Cz max égale mg. Cz max correspondant au coefficient de portance à la limite du décrochage. En arrangeant cette expression, on obtient la relation algébrique de la vitesse de décrochage qui est égale à la racine carrée de 2 fois la masse multipliée par l'accélération de pesanteur g divisé par ρ s Cz max. Ainsi, on retrouve bien le fait qu'un avion en configuration lisse possède une vitesse de décrochage qui varie parce que la masse de l'avion peut varier, notamment par consommation de carburant par exemple, mais notez bien que l'incidence de décrochage sera fixée pour une configuration d'avion donnée puisque le Cz max est fixé pour l'avion considéré dans une configuration donnée, ici la configuration lisse. On va maintenant aborder l'étude mécanique de la deuxième phase de vol, la montée stabilisée, c'est-à-dire à vitesse constante, en ligne droite. Je vous propose à présent de représenter les forces appliquées sur l'avion en montée stabilisée en ligne droite, comme ce que nous avons fait dans l'étude du vol en palier en ligne droite stabilisée. Pour cela, j'utilise le logiciel GeoGebra. J'ai toujours mon avion avec son centre de gravité G. Vous voyez ici que je pars de la situation où la trajectoire est horizontale, V'V, et je vais tout simplement augmenter la pente pour créer ici un vol en montée. Voici donc la trajectoire de l'avion en montée, stabilisée en ligne droite. Je vais représenter le vent relatif. Le voici, et puis à présent l'axe de sustentation qui est perpendiculaire à la trajectoire de l'avion. Une fois que j'ai fait tout cela, je peux dessiner les 4 forces qui s'appliqueront au centre de gravité de l'avion. Tout d'abord le poids qui est toujours vertical et dirigé vers le bas, la portance qui est toujours perpendiculaire à la direction du vent relatif ou à la trajectoire de l'avion, la traînée qui est sur la trajectoire et en sens inverse du déplacement de l'avion, et enfin la traction qui est sur la trajectoire et dans le même sens que le sens de déplacement de l'avion. Voilà donc la représentation de ces 4 forces. Si la montée est stabilisée,
Ça veut donc dire que la vitesse est constante et donc la réciproque du principe d'inertie nous dit que les forces doivent se compenser au niveau de l'axe de sustentation et au niveau de l'axe de propulsion. Or, vous remarquez sur ce schéma qu'au niveau de l'axe de propulsion, on a bien la traction et la traînée qui sont portées par cet axe-là. Au niveau de l'axe de sustentation, la portance est bien portée par cet axe. Mais vous remarquez que le poids ne se trouve ni sur l'axe de sustentation, ni sur l'axe de propulsion. En conséquence, il va falloir réaliser la projection de cette force sur l'axe de sustentation et l'axe de propulsion avant de conclure si les forces se compensent ou non sur ces axes. Donc vous voyez que le poids P ici a été projeté sur l'axe de propulsion comme ceci, avec une petite composante Px, et sur l'axe de sustentation avec une composante Pz. Je peux maintenant supprimer le vecteur P, puisqu'il est représenté par ces deux composantes Px et Pz. À présent, puisque nous sommes dans un mouvement rectiligne uniforme, ça veut dire, d'après la réciproque du principe d'inertie, que le long de l'axe de sustentation et le long de l'axe de propulsion, les forces doivent se compenser. Ça veut dire que je vais pouvoir écrire deux relations mathématiques. Effectivement, Nicolas, nous allons écrire les relations d'égalité entre les différentes forces ou leurs projections sur les deux axes. Alors, commençons par l'axe de propulsion. Vous remarquez ici que contrairement au palier, la traction doit compenser la traînée, mais en plus, la composante du poids appelée Px. Donc l'équation sur l'axe de propulsion sera T égale Rx plus Px, d'où on peut déduire Rx égale T moins Px. Considérons maintenant l'axe de sustentation. Vous voyez que la portance Rz est compensée par la composante du poids Pz, c'est-à-dire qu'on a la relation Rz égale Pz. Dans le cas du vol en montée rectiligne stabilisé, il s'agit de savoir si la portance est A supérieure au poids, B égale au poids, C inférieur au poids. Alors il faut toujours repartir du dessin des forces appliquées sur l'avion, ici dans le cas de la montée stabilisée. Vous remarquez que sur l'axe de sustentation, Fz est compensé par Pz. Or, vous savez que Pz, c'est la projection du poids sur l'axe de sustentation. La projection d'un vecteur est toujours inférieure à la longueur du vecteur. Puisque Pz est inférieur à P, alors on peut affirmer que Fz est plus petit que P. Donc la réponse, la portance, est inférieure au poids. Pour un avion à moteur, lors d'un vol en montée rectiligne à vitesse constante, le facteur de charge est petit a égale à 1, petit b supérieur à 1, petit c inférieur à 1. Reprenons la définition du facteur de charge. C'est le quotient de la portance en évolution, Rz, divisé par le poids. Si on revient au schéma des forces appliquées sur l'avion, on constate que la portance Rz est compensée par Pz. C'est la projection du poids sur l'axe de sustentation. Donc la relation N égale Rz sur P devient N égale Pz sur P. Comme Pz est plus petit que P, on en déduit que le facteur de charge est inférieur à 1. La bonne réponse est la C. On termine cette émission par l'étude mécanique de la troisième phase de vol, la descente stabilisée à vitesse constante en ligne droite. Représentons les forces appliquées sur l'avion en descente stabilisée en ligne droite. J'utilise toujours le logiciel GeoGebra. Pour le moment, l'avion est ici en palier, la trajectoire est horizontale et la pente, ce coup-ci, va être négative pour représenter donc une descente stabilisée en ligne droite. J'exagère volontairement l'angle de pente. Représentons le vent relatif, puis l'axe de sustentation perpendiculaire à la trajectoire de l'avion. Plaçons maintenant les 4 forces appliquées au centre de gravité de l'avion. Le poids, toujours vertical et dirigé vers le bas. La portance, toujours dirigée vers le haut et perpendiculaire à la trajectoire de l'avion. La traînée, sur la trajectoire et en sens inverse du déplacement de l'avion. Et pour terminer, la traction sur la trajectoire dans le même sens que le sens de déplacement de l'avion.
Alors, nous sommes en descente stabilisée. C'est donc une vitesse constante qui est fixée pour cette descente. Ça veut dire que la réciproque du principe d'inertie nous impose que le long de l'axe de sustentation et le long de l'axe de propulsion, les forces ou leurs composantes doivent se compenser. Vous voyez que, comme dans le cas de la montée, le poids ne se trouve pas sur un des deux axes. Ça veut dire que je vais à nouveau réaliser la projection du poids sur l'axe de sustentation et sur l'axe de propulsion. On aura donc la composante PZ le long de l'axe de sustentation et la composante PX le long de l'axe de propulsion. À présent, Dominique, tu peux écrire les équations vérifiées par les forces ou leurs composantes sur ces deux axes de manière à avoir un mouvement rectiligne uniforme. Il s'agit maintenant d'écrire les relations d'égalité entre les différentes forces ou leurs projections sur chacun des axes dans le cas de la descente stabilisée en ligne droite. Alors, il faut revenir au dessin des forces appliquées sur l'avion. Comme vous pouvez le constater ici, la composante Px va dans le même sens que la traction et va donc aider l'avion à descendre plus facilement. Si on considère l'axe de propulsion, on aura T plus Px égale Rx. C'est l'équation de propulsion. La traction en descente étant inférieure à la traction en palier. Si maintenant on considère l'axe de sustentation, on constate que la portance Rz est égale à la projection du poids Pz sur l'axe de sustentation. L'équation de sustentation est donc Rz égale Pz. Dans cette situation de vol en descente stabilisée en ligne droite, la portance est A supérieure au poids, B égale au poids, C inférieur au poids. Il faut simplement se rendre compte qu'ici on est dans la même situation que dans la montée stabilisée. On a toujours Fz égale Pz et comme Pz est inférieur au poids, la portance est inférieure au poids. Réponse C. Pour un avion à moteur, lors d'un vol en descente rectiligne à vitesse constante, le facteur de charge est A égale à 1, B supérieur à 1, C inférieur à 1. On a ici à faire le même raisonnement que pour la montée, dans la mesure où on a toujours Rz égale Pz. Comme Pz est plus petit que P, le facteur de charge est inférieur à 1. Alors, ce qu'il faut retenir concernant un vol en ligne droite en palier. 4 forces sont appliquées sur l'avion, le poids, la portance, la traînée et la traction. On est dans le cas d'un vol rectiligne, c'est-à-dire que la trajectoire est une ligne droite, et l'avion vole à vitesse constante, on dira que le mouvement est uniforme. Dans ce cas, on dit que la phase de vol est stabilisée. Lorsque l'objet est animé d'un mouvement rectiligne uniforme, la physique nous apprend que la somme vectorielle de toutes les forces appliquées sur l'objet est nulle. C'est la réciproque du principe d'inertie. C'est-à-dire que dans ce cas, les forces se compensent 2 à 2 sur chacun des axes étudiés, l'axe de propulsion et l'axe de sustentation. Ainsi, lorsque vous devez représenter les forces appliquées sur l'avion qui vole en palier stabilisé, sur l'axe de sustentation, la portance compense le poids et sur l'axe de propulsion, la traînée compense la traction. Ce sont les équations de vol en palier. T égale Rx et P égale Rz. Dans cette phase de vol en palier stabilisé, que voit le pilote au niveau des instruments? La vitesse est constante, l'altitude est constante, le vario est nul et le cap est constant puisque l'avion vole en ligne droite. Que faut-il retenir sur un vol en ligne droite en montée stabilisée? D'abord, il faut bien avoir conscience qu'on ne s'intéresse pas à la mise en montée, mais qu'on va directement étudier ce qui se passe mécaniquement quand le vol est en montée stabilisée, c'est-à-dire à vitesse constante. Alors, ici, lorsque l'avion est en montée, le vent relatif est incliné sur l'horizontale et la portance est toujours perpendiculaire au vent relatif. Dans ce cas, elle ne va plus s'opposer au poids de l'avion qui, lui, va rester vertical. Alors, les axes de propulsion et de sustentation que l'on va choisir pour faire le bilan des forces appliquées sur l'avion ne sont plus, comme dans le cas précédent, horizontales ou verticales. Alors, il est très important de comprendre que dans ce cas, le poids qui est vertical
ne va plus être dirigé suivant un axe de projection. Donc il va falloir décomposer le poids suivant l'axe de propulsion et suivant l'axe de sustentation pour faire le bilan des forces appliquées sur l'avion. Vous devez être capable de dessiner les forces appliquées sur l'avion lorsqu'il est en montée stabilisée et en particulier de décomposer le poids suivant l'axe de propulsion et suivant l'axe de sustentation. À partir de ce bilan des forces appliquées à l'avion, on peut maintenant établir les équations de vol. Sur l'axe de propulsion, la traction est égale à la somme de la traînée et de la composante du poids suivant l'axe de propulsion. Et sur l'axe de sustentation, la portance est égale à la composante du poids suivant l'axe de sustentation. À partir de ces équations de vol, on peut tirer deux conclusions importantes. Par rapport au vol en palier stabilisé, on voit que la traction est plus importante. Elle doit non seulement compenser la traînée, mais en plus la projection du poids suivant l'axe de propulsion. On voit aussi que la portance est inférieure au poids dans le cas du vol en montée stabilisé. Au niveau des instruments de bord, que voit le pilote? La vitesse est maintenue constante, l'altitude augmente, le vario est positif et le cap est maintenu constant puisque l'avion vole en ligne droite. Dans le cas de la descente stabilisée, la démarche est similaire à celle de la montée. Vous devez être capable de dessiner les forces appliquées sur l'avion en descente et de décomposer le poids suivant les axes de projection. Alors, pour les équations de vol, on constate que sur l'axe de propulsion, la traction est égale à la différence entre la traînée et la composante du poids suivant l'axe de propulsion. En conséquence, la traction est inférieure à celle du vol en palier stabilisé et aussi à celle du vol en montée. Et on a toujours la portance qui est inférieure au poids, c'est-à-dire le facteur de charge qui est inférieur à 1. Super. Côté instrument de pilotage, la vitesse est constante puisque la descente est stabilisée, l'altitude diminue puisqu'on est en descente, le vario est négatif et le cap est maintenu constant puisqu'on est en ligne droite. La force parallèle, de même sens que le vent relatif VR, en fait, quand on lit cette question, il faut comprendre la force de même direction et de même sens que le vent relatif VR est A, la portance, B, la traînée, C, le poids, D, la résultante aérodynamique. La bonne réponse est la B, la traînée. La portance est A, de direction perpendiculaire au vent relatif, B, de direction perpendiculaire au poids, C, de direction parallèle au vent relatif, D, créée par le bord de fuite. La bonne réponse est la A. La portance a pour direction la perpendiculaire au vent relatif et est dirigée vers le haut. Lorsqu'un aéronef est en vol horizontal stabilisé, A, la portance équilibre la traction et le poids équilibre la traînée. B, la portance équilibre le poids et la traînée équilibre la traction. C, la portance équilibre la traînée et le poids équilibre la traction. D, toutes les forces sont différentes. La bonne réponse est la B, la portance équilibre le poids et la traînée équilibre la traction. En effet, les forces se compensent sur l'axe de propulsion et sur l'axe de sustentation, c'est-à-dire que les segments fléchés ont la même longueur sur chacun des axes. En vol en palier stabilisé, ici vol horizontal stabilisé, la force de propulsion, la traction pour l'hélice ou la poussée pour le réacteur, équilibre A, le poids, B, la portance, C, la traînée, D, la résultante aérodynamique. La bonne réponse est la C. La force de propulsion équilibre la traînée. Comme vous le voyez sur ce schéma, la traction a la même intensité que la traînée. Pendant un vol en montée rectiligne à vitesse constante, A, la portance équilibre le poids, B, la portance est supérieure au poids, C, la portance est inférieure au poids, D, le facteur de charge est supérieur à 1. La bonne réponse est la C, la portance est inférieure au poids. Alors pour le comprendre, il faut redessiner l'ensemble des forces appliquées sur l'avion
lors d'une montée rectiligne à vitesse constante. Et on va considérer ici l'axe de sustentation, puisque la question porte sur portance et poids. Si on projette le poids suivant l'axe de sustentation, il faut que cette composante du poids compense la portance. Puisqu'on est en montée rectiligne à vitesse constante, l'effort se compense sur l'axe de sustentation. Donc on voit que la portance compense la composante du poids suivant l'axe de sustentation. Et si on se réfère au petit dessin sur la droite, on voit que cette composante est inférieure au poids qui est l'hypoténuse du triangle rectangle. Donc la portance est inférieure au poids. Pour un aéronef en montée rectiligne uniforme, la force de traction de l'hélice est fonction A uniquement de la traînée, B de la traînée, du poids et de l'angle de montée, C uniquement du poids et de la portance, D du poids et de l'angle de montée. La bonne réponse est la B. La force de traction de l'hélice est fonction de la traînée, du poids et de l'angle de montée. Alors là encore, on est en montée rectiligne uniforme. Il faut redessiner les forces appliquées à l'avion et on va s'intéresser aux forces projetées sur l'axe de propulsion, puisque la question concerne la force de traction. Alors en effet, la traction doit compenser la traînée, mais aussi la composante du poids suivant l'axe de propulsion. Et on peut se rendre compte que plus la pente est importante, plus la traction qu'il faut appliquer est grande pour compenser la composante du poids suivant l'axe de propulsion. Le facteur de charge est défini comme le rapport A entre le poids et la traînée, B entre la portance et la traînée, C entre la traînée et le poids, D entre la portance et le poids. La bonne réponse est la D. Le facteur de charge est défini comme le rapport entre la portance et le poids. En vol rectiligne stabilisé en montée, le facteur de charge est A égale à 1, B négatif, C supérieur à 1, D compris entre 0 et 1. La bonne réponse est la D. En vol rectiligne stabilisé en montée, le facteur de charge est compris entre 0 et 1. Je vous conseille de repartir du dessin des forces appliquées sur l'avion. On est en montée stabilisée, donc les forces se compensent sur chacun des axes, l'axe de sustentation en particulier ici. On voit que la portance Fz est compensée par la composante du poids suivant l'axe de sustentation. Si on revient à la définition du facteur de charge, N égale portance divisée par poids, comme la portance est égale à Pz, ici N égale Pz divisé par P, et le rapport Pz sur P est inférieur à 1. Donc le facteur de charge est inférieur à 1. Un ULM de 14 mètres carrés de surface à l'air vole en palier stabilisé à la vitesse de 20 mètres par seconde. Son coefficient de portance Cz est de 1,25. La masse volumique ρ de l'air est 1,2 kg par mètre cube. Le poids de cet ULM est, réponse A, 4200 kg, B, 4200 newtons, C, 3600 kg, D, 3600 newtons. La bonne réponse est la B. Le poids de cet ULM est 4200 newtons. Déjà, si vous vous souvenez de l'unité du poids qui est le newton, vous pouvez éliminer la réponse A et la réponse C. Alors maintenant, on se rappelle qu'ici on est en vol en palier stabilisé, c'est-à-dire que la portance doit être égale au poids sur l'axe de sustentation. La formule de la portance, vous vous la rappelez, Fz égale 1/2 de ρ S Cz V2, ρ la masse volumique de l'air en kg par mètre cube, R la surface à l'air de l'aéronef en mètre carré, Cz le coefficient de portance, pas d'unité, et V la vitesse de l'aéronef par rapport à l'air en mètres par seconde. Si on remplace chacune des variables par sa valeur en respectant les unités, on obtient P égale 4200 newtons. En vol en palier, en cas de diminution de vitesse, pour maintenir une altitude constante, le pilote doit A. Faire varier l'assiette à cabrer, B. Faire varier l'assiette à piquer, C. Ne rien faire, D. Adopter une incidence supérieure à l'assiette.
En vol en palier, en cas de diminution de vitesse, pour maintenir une altitude constante, le pilote doit, réponse A, faire varier l'assiette à cabrer. Alors on peut le comprendre en reprenant le bilan des forces appliquées à l'avion. En vol en palier stabilisé, les forces se compensent sur l'axe de sustentation, c'est-à-dire que la portance est égale au poids. Si on est dans le cas d'une diminution de vitesse, pour maintenir Fz égale P, le seul paramètre sur lequel on peut jouer, c'est Cz, le coefficient de portance. En effet, on n'a pas d'influence sur la masse volumique de l'air. On suppose ici que la surface alaire de l'aéronef est constante. Donc, si V diminue, il faut augmenter Cz pour maintenir la portance égale au poids. Augmenter Cz revient à augmenter l'incidence de l'avion, c'est-à-dire faire varier l'assiette à cabrer.